Le 18-19, en Hauts-de-France, Michel Picard. Bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous de fin d'après-midi dans les Hauts-de-France. On est ensemble jusqu'à 19h avec encore un très beau programme ce soir. L'ESJ fête ses 100 ans. L'École supérieure de journalisme de Lille est une institution qui a formé plus de 5000 journalistes. Que font-ils ? Qui sont-ils ? Sur quoi repose la formation, n'est-ce pas un peu élitiste, cultivant l'entre-soi ? À quoi vont ressembler les festivités du centenaire ? On ouvre le dossier dans une minute avec mon invité, le directeur de l'ESJ, en direct en studio. C'est parti pour Movember, le mois de sensibilisation au cancer masculin. Pour en comprendre l'importance et les enjeux, on pose les questions au docteur Leroy, oncologue radiothérapeute au sein du centre de cancérologie Les Dentelières à Valenciennes. Notre coup de fil du soir, en direct dans un peu plus d'une demi-heure, on le passe à Henri et Corentine Huvet. Ils sillonnent la France en famille, en camping-car, un patronage itinérant de ville en ville pour aller à la rencontre des enfants, des jeunes, des familles. Et pour faire connaître cette œuvre de jeunesse, ils sont dans la région jusqu'à la mi-novembre. Le reportage en immersion, il nous emmène à la Halle Saint-Vincent, le nouveau lieu de prise en charge médicale du GHICL. C'est à Lille, spécialisé dans les soins psychiatriques et addictologiques. Les infos à 18h30. On y parlera du plan social d'ampleur qui doit être annoncé demain matin chez Auchan, de l'incendie ce matin de bonne heure chez Emmaüs à Canron, près d'Amiens, du milliard d'euros que coûterait à la région le désamiantage des TER ou encore de la superbe victoire sur Lyon des filles de Villeneuve, c'est du rugby élite. Et puis un évêque au lycée, Monseigneur Le Stang a donné récemment une conférence devant des lycéens. Il aimerait que le côté catho, ce sont ses mots, soit renforcé dans les écoles catholiques. Vous l'entendrez avant 19h. L'invité régional, Michel Picard. C'était un mardi en novembre 1924 que l'ESJ ouvrait pour la première fois ses portes. C'était au sein des facultés catholiques de Lille. Un siècle, rien que ça. Bonjour Pierre Savary. Bonjour. Vous êtes l'actuel directeur de l'École supérieure de journalisme de Lille. 5000 journalistes formés. Vous allez fêter l'événement évidemment en cette fin de semaine. Combien d'anciens attendus ? Plus d'1 millier d'anciens qui vont se regrouper samedi soir à Marc-en-Barœul, à la Cité des Échanges, pour faire la fête. Ça va du doyen, 96 ans, jusqu'aux promotions actuelles. On y reviendra. Sur quoi repose fondamentalement la formation journalistique que propose l'ESJ aujourd'hui ? C'est une formation double qui marche sur deux pieds. Un pied qui est vraiment technique et qui est d'apprentissage, oui, très technique, très pratico-pratique, où on essaye de mettre les étudiants exactement dans la condition de ce qu'ils vont retrouver ensuite à l'intérieur des médias, quels que soient les médias. Et puis il y a un autre volet qui est un volet que je vais qualifier de plus réflexif, avec une volonté de réfléchir à ce que l'on fait, de réfléchir à la manière de traiter une information. Pourquoi est-ce qu'on fait comme ça ? Pourquoi est-ce qu'on fait tel choix ? Et donc là, il y a un vrai travail également important pour nous. On ne forme pas que des techniciens de l'information, mais aussi des gens qui réfléchissent à ce qu'ils font. Justement, c'est quoi un journaliste pour vous et quel est son rôle ? C'est un rôle qui a évolué au fil du temps. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va plus, à mon sens, être dans la labellisation, la certification d'une information, la mise en perspective d'une information, là où, du temps d'Albert Londres et avant, le journaliste était le seul qui pouvait aller à un endroit, qui pouvait aller voir quelque chose et le raconter. Mais aujourd'hui, tout le monde, avec des billets d'avion low cost et un smartphone, est capable d'aller chercher une information et de la diffuser. Donc, le journaliste le fait toujours, mais je pense que se rajoute dans un monde beaucoup plus complexe aujourd'hui qu'il ne l'était, une dimension indispensable qui est une dimension de décryptage, d'explication, de contextualisation des infos. Alors vous le soulignez, puisque vous en parlez, on a régulièrement des épisodes de journalistes citoyens tels qu'ils se présentent avec les Gilets jaunes, on a eu ça avec l'Ukraine ou alors avec la pandémie de Covid, et un smartphone, de la gouaille, de l'assurance, et on a vu des tas d'anonymes être suivis, affirmer qu'ils informaient. Et il n'avait pas de carte de presse, mais il existe des journalistes aussi sans carte de presse. Alors qu'est-ce qui différencie les journalistes de ces citoyens informants ? Vous savez changer une ampoule, vous n'êtes pas électricien. Vous savez changer la roue de votre voiture quand elle crève, vous n'êtes pas mécanicien. C'est un métier qui s'apprend. Tout le monde, effectivement, est capable de prendre une photo et de la diffuser. Mais c'est pas être journaliste et faire du journalisme. Il y a une manière de faire, il y a des
code, il y a un fonctionnement, une démarche journalistique et qui est à base de rigueur, de sérieux, de compréhension de ce que l'on va diffuser et de la manière dont ça va être reçu, une connaissance des textes qui régissent la profession. C'est tout ça aujourd'hui être journaliste, c'est-à-dire prendre toutes ces dimensions-là et pas uniquement la dimension de je prends la parole devant un micro et je parle, oui, mais c'est pas pour autant qu'on est journaliste. Donc une personne au bon endroit, même avec un smartphone qui saisit une actualité et la transmet, ne devient pas forcément journaliste. Des précisions importantes. Alors le fameux train qui arrive à l'heure n'aura pas droit à une ligne quand le retard fait un paragraphe. C'est souvent sombre et lourd, l'actualité. Est-ce que le journalisme positif, le journalisme de solution, est-ce que ça existe ou est-ce qu'il s'agit d'une autre matière ? Non, ça existe et ça, on est dans les choix. Et quand je disais tout à l'heure que l'on voulait former des journalistes qui réfléchissent à ce qu'ils font, est-ce que je traite telle information plutôt que telle autre ? Quel équilibre je donne à l'intérieur d'un journal, qu'il soit à la radio, à la télé, qu'il soit écrit, peu importe. Mais donc ça, c'est des choses qui se discutent et effectivement, un journal qui serait exclusivement celui des mauvaises nouvelles peut être un peu sombre, c'est parfois le cas, on le sait très bien, on écoute, on lit. Et d'un autre côté, les nouvelles importantes, impactantes, qui vont avoir un impact sur la société, sur la vie des gens, sont plus souvent des mauvaises nouvelles que des bonnes. Donc si on oubliez, imaginons dans un monde fictif, vous oubliez toutes ces mauvaises nouvelles pour ne faire que du positivisme, vous n'êtes pas dans la mission qui est celle du journaliste. Pierre Savary, l'équilibre est important. Un peu d'histoire. Il y a donc 100 ans, l'ESJ est donc né à Lille. L'ESJ est né de la volonté, à l'époque, de l'Église catholique. Et notamment, un homme a été très actif, c'est Paul Verschave. Qui est ce Paul Verschave ? Paul Verschave, c'est un prof de droit de la Catho, qui a une histoire un peu particulière, qui a été capturé pendant la Première Guerre mondiale et qui, en captivité, parce qu'il était instruit, parce qu'il savait lire, parce qu'il savait écrire, était celui qui gérait les correspondances des prisonniers. Et cette manière de recevoir des courriers ou de donner des informations lui a plutôt plu et il s'est découvert, je ne veux pas faire pas une âme de journaliste, c'est pas on dirait peut-être ça maintenant, mais c'est très exagéré, mais en tout cas un rôle peut-être de passeur d'informations qu'il a découvert en captivité et qui lui a plu. Et quelques années plus tard, effectivement, ce sont les autorités catholiques qui trouvent que les journalistes parlent pas très bien de l'Église ou pas forcément en des termes qui sont ceux que l'Église aimerait que l'on emploie et qui s'est dit ça serait quand même bien de former un peu ces journalistes, y compris aux faits religieux ou plus globalement à l'ensemble des faits, mais avec une vision qui soit une vision catholique. Et donc est née l'idée d'avoir un centre de formation. Alors longtemps c'est Angers, l'Université catholique de l'Ouest qui a tenu la corde, et puis finalement c'est à la Catho, à Lille, au sein donc des départements de droit que la première promotion, 3 étudiants, la première promotion, est née en 1924. Et Paul Verschave a précisé l'objectif de l'école de journalisme, je cite, former des journalistes ayant assez d'élévation morale, de science et de talent pour servir pleinement la vérité et pour donner à la presse catholique l'autorité et la diffusion auxquelles elle a droit. Est-ce qu'il reste du catholique aujourd'hui à l'ESJ ? Beaucoup moins qu'à l'époque. En tout cas, non, l'histoire a bien commencé et c'est celle qu'effectivement vous décrivez. Après, ça s'est assez vite tendu parce que les journalistes, un peu par essence, les étudiants et les journalistes veulent être indépendants, veulent pouvoir traiter de tous les sujets. Donc le projet initial de faire en sorte que les journalistes parlent mieux ou parlent plus de l'Église et parlent de l'ensemble des sujets avec cette vision-là, ça a été assez difficile à vivre au sein de l'ESJ. Donc les frictions sont arrivées assez vite en fait, et puis elles ont grossi jusqu'à ce que à la fin des années 50 l'école et la Catho décident de se séparer. Et pour autant, à la fin de la semaine, dans le planning des célébrations, enfin de ce rendez-vous du centenaire, il y a des événements, et comme par exemple ce rendez-vous à la Catho, derrière Philibert, vous racontez-nous. Alors au 60 boulevard Vauban, qui est le premier lieu, vous parliez des 3 étudiants, de la première promotion et des 3 étudiants qui forment la première promotion,
Et pendant des années, l'école, effectivement, est au 60 boulevard Vauban. Et donc, l'Akato a décidé d'apposer une plaque à cet endroit-là pour matérialiser cela. Et puis, après, l'ESJ étant parti, d'autres écoles qui se sont succédées en ce lieu. Et on se retrouvera avec un grand plaisir, effectivement, vendredi matin. Et on recevra aussi à l'école les actuels responsables dirigeants de l'Akato, parce que même si les relations ne sont plus ce qu'elles étaient, c'est un vrai pan d'histoire que nous ne renions pas. Et on est ravis d'accueillir les autorités de l'Akato à l'école prochainement. Et la plaque, ce sera pour la maison Philippe Bervaux à l'Akato. L'ESJ, c'est l'une des 14 écoles reconnues par la profession. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'école reconnue ? Alors on parle d'un organisme, alors c'est un acronyme barbare, la CPNEJ, qui est la Commission paritaire nationale de l'emploi des journalistes. Alors entendez des syndicats de journalistes, des syndicats d'employeurs, des représentants de l'État et tout ce beau monde avec une liste de critères de reconnaissance établie, une liste d'écoles dont les parcours sont reconnus, alors reconnus par la profession, mais en fait cela veut dire reconnus par cette instance paritaire. Ça permet pour des jeunes d'avoir la certitude que des employeurs, des journalistes, l'État se sont penchés sur ce que fait cette école et lui ont accordé ou pas une reconnaissance. Pierre Savary, directeur de l'École supérieure de journalisme de Lille à l'occasion des 100 ans de l'ESJ. Donc l'invité d'RCF Hauts-de-France, entretien à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Moins de 20% des journalistes titulaires de la carte de presse, aujourd'hui les primo-accédants, sont issus de ces écoles reconnues que vous venez de décrire. Alors, à quoi bon finalement passer par l'une de ces écoles ? C'est un accélérateur, je pense vraiment. C'est la certitude pendant 2 années d'avoir un parcours donc dans la grille pédagogique a été validé, reconnu par la profession. Ça permet aussi d'obtenir la carte de presse plus rapidement, puisqu'on est stagiaire pendant 1 an et non pas pendant 2 ans si on ne sort pas d'une de ces écoles. C'est la certitude aussi pour des jeunes de pouvoir intégrer des médias qui ne recrutent que des étudiants qui ont un passage dans une école reconnue. Donc toutes les bourses et concours réalisés en fin de scolarité et ouverts par des médias le sont aux écoles reconnues par la profession. Ce n'est pas la seule manière d'être journaliste, et tous les jeunes qui ont peut-être envie de faire du journalisme et qui nous écoutent, c'est pas une obligation de passer par une des 14 écoles, et c'est moi directeur de l'une des 14 qui le dit, et je trouve que c'est très bien que ce métier soit ouvert et qu'il puisse y avoir des jeunes de parcours différents qui intègrent la profession. Mais c'est un vrai accélérateur de croissance, c'est vraiment la certitude d'avoir un contenu pédagogique et un lien avec la profession très riche, ce qui va permettre une insertion plus rapide. Comment est-ce que vous luttez contre l'entre-soi ? Parce que évidemment, ces jeunes, là, cette centaine de diplômés qui sortent chaque année de chez vous, se connaissent, se côtoient, se retrouvent. Oui, c'est de moins en moins vrai. Quand j'étais étudiant à l'école il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans, c'était très vrai. Il y avait peu ou pas d'étudiants boursiers et effectivement, les catégories socio-professionnelles de nos parents étaient les mêmes. C'est plus la réalité aujourd'hui. On est à 36% de boursiers à l'intérieur de l'ensemble de nos parcours. On a créé ce qu'on appelle une classe prépa égalité des chances qui permet à des jeunes boursiers sur critères sociaux qui n'ont aucune clé d'entrée dans la profession d'être accompagnés pendant 1 année pleine pour pouvoir arriver à la porte d'entrée des écoles et des concours d'écoles de journalisme en étant beaucoup plus préparés, avec un tuteur, avec des stages qui sont trouvés. Donc la volonté de quitter cet entre-soi et d'ouvrir la profession et donc l'école a des publics différents, elle est réelle, elle est forte. Ça fait 15 ans que cette classe prépa existe. Alors il reste du chemin à faire, mais il y en a une partie quand même qui est entamée. Qu'est-ce que vous dites, Pierre Savary, à ceux qui vous disent que finalement une école comme l'ESJ, au-delà de l'aspect assez élitiste, parce qu'il y a un concours qui est difficile, est là pour formater finalement les cerveaux et les futurs journalistes, les faire rentrer dans le moule, dans le cadre, et qui après, on peut retrouver, ils sont interchangeables. Ça, c'est vraiment des gens qui ne nous connaissent pas. Et quand j'entends ça, je dis, mais venez,
Venez voir les discussions qu'on a avec les étudiants. Venez voir les échanges dans les conférences de rédaction. Ils sont riches et je suis désolé, il n'y a pas de formatage. J'observe que le formatage, quand il arrive, il vient plutôt ensuite à l'intérieur des médias quand les jeunes sont sortis et qu'on leur dit c'est comme ça qu'on fait chez nous et pas autrement. Mais il y a des sessions de télé ou de radio que l'on fait à l'école. Certaines vont être avec des formats qui correspondent à ce qui existe dans les médias, mais sur d'autres, volontairement, on ne donne pas de format, on ne donne pas de chrono. À vous d'essayer d'être inventif, créatif, d'imaginer, et c'est la pertinence qui va compter, et pas uniquement la manière dont vous allez le faire. Et donc ça, c'est vraiment pour décorréler justement du fonctionnement des médias. Donc je trouve assez injuste ce procès en formatage, qui est assez ancien, parce qu'il y a vraiment une volonté de pouvoir discuter de tous les sujets, discuter des angles qui vont être faits, pourquoi tel invité plutôt que tel autre, et de varier fortement. Donc vraiment, faut venir à l'école, voir ce que l'on fait, écouter les discussions qu'il peut y avoir entre étudiants ou entre formateurs et étudiants, et on s'aperçoit vite qu'on est loin du formatage. Pierre Savary, tous vous aujourd'hui, c'est votre avis, c'est votre opinion, c'est votre ressenti, on l'entend. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ce relativisme qui met aussi le journalisme souvent à part? Non, tout se vaut pas. Et l'avis ou l'opinion d'un étudiant, par exemple, vous m'interrogez sur l'école, ça m'arrive de dire à des étudiants, mais ton avis, ça m'est alors complètement égal. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est les faits. Ce qui compte, c'est la vérification de ces faits, c'est la manière dont tu les sources, c'est la manière dont tu les recoupes, et c'est la manière dont tu vas les expliquer, les mettre en perspective, nous dire pourquoi ce fait-là est important. C'est ça qui va vraiment compter. L'avis là-dedans de l'étudiant, moi ça m'est déjà arrivé de dire à des étudiants, mais si tu veux être journaliste pour donner ton avis, viens pas, t'as pas besoin. Et je pense que le public, l'auditeur, l'avis que tu peux avoir sur tel ou tel sujet, c'est pas sa priorité. Presse écrite, radio, télé, médias numériques, vous formez à quoi ? À tout. Effectivement, à ces médias, historiquement, c'est le pôle que vous venez de décrire, de télé, de radio, de presse numérique et de presse écrite. Mais on a aussi maintenant beaucoup d'étudiants qui veulent aller s'installer en pige, à l'étranger ou en France, et être pigistes, donc par définition plurimédia, et à travailler pour tous les médias. D'autres créent des médias et ont des envies de création, ici d'une newsletter, ici d'un site internet. Donc il y a aussi cette dimension de je vais créer un média, soit sur une thématique qui m'intéresse, soit à destination d'un public ciblé. Donc c'est pour ça que je vous ai répondu spontanément à tout, parce que c'est vraiment la palette est variée. Et comment vous faites pour vous adapter au temps, au changement, à ces nouveaux médias, sans sombrer dans l'effet de mode, et tout en incorporant par exemple l'IA, les enjeux environnementaux, les évolutions techniques? Tout ça, ce sont l'IA par exemple, l'environnement, autre exemple, sont des thématiques qui ont été incorporées. C'est des cours qui évoluent extrêmement vite. Ça nous arrive en début d'année, enfin au mois d'avril-mai, quand on prépare le planning, le programme de la rentrée. Qui sont les formateurs ? Les formateurs sont à 80-90% des journalistes professionnels. Donc il y a une équipe de 12 journalistes au sein de l'école, qui sont salariés de l'école, qui sont journalistes professionnels, qui viennent d'un média, qui font un petit passage à l'école, qui retournent dans un média, et après les cours eux-mêmes sont dispensés par des journalistes en activité. Et donc on prend en compte ces sujets-là, et je souriais quand vous disiez IA, parce que ce qu'on avait décidé au mois de mars-avril pour les enseignements de septembre-octobre, en fait au mois de juillet-août c'était déjà dépassé, et l'IA générative avait déjà d'autres applications. Et donc, on est en constante adaptation à ça. Mais le fait d'être très proche des rédactions avec justement des intervenants qui sont journalistes, d'avoir une volonté que je vous ai déjà exprimée de prise de recul, de réflexion sur la profession, ça nous amène à faire évoluer en permanence ce type d'enseignement. Pierre Savary, informer, c'est parfois et souvent difficile. Ça peut aussi être joyeux. Il nous reste moins d'une minute. Notre slogan sur RCF, c'est la joie se partage. Je ne l'ai pas écrit là, mais c'est la joie se partage. Qu'est-ce qui vous... d'un point de vue peut-être plus personnel, au contact de ces étudiants, ou au regard de ce que vous avez fait au préalable, ou qu'est-ce qui vous, foncièrement, fondamentalement, fait votre joie ?
c'est de voir des jeunes réussir à s'épanouir, c'est de voir des jeunes qui se sont dit à 16, 17 ans, j'ai envie de faire ça parce que c'est indispensable à la démocratie, parce que ça va me permettre de faire le tri justement entre ce qui est important et ce qui est du buzz, aller à de la mousse, et parfois avec des parcours qui sont pas simples, parce que c'est pas évident, c'est vraiment pas simple, mais quand à la sortie de l'école ou quelques années après, ils rappellent en disant j'ai pas oublié pourquoi j'ai eu envie de faire ce métier et c'est exactement ce que je suis en train de faire là. Ça, c'est des vrais motifs de satisfaction. Oui, c'est de la joie qui se partage. Pierre Savary, directeur de l'École supérieure de journalisme de Lille, qui fête ses 100 ans. L'école, hein, pas Pierre Savary. Merci d'avoir bien pris le temps de venir en direct en studio sur RCF Hauts-de-France. Avec plaisir. Dieu a changé ma vie. Arnaud Wallard. Cette semaine dans l'émission Dieu a changé ma vie, c'est le frère Raphaël Debouillet qui nous invite à découvrir son parcours spirituel et l'origine de sa vocation. Il nous livre aussi quelques conseils précieux pour mieux évangéliser au quotidien et nous présente son nouveau livre « Comment évangéliser ?»